Bienvenue dans l'habitation vue de côté, capsule 4. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que les répartitions des charges, des points d'appui et êtes-vous en mesure d'être un autoconstructeur avec quelques solutions. Bon programme. Alors, allons-y avec la capsule 4 en ce jour froid de décembre. Dans la capsule 3, j'expliquais les possibilités lorsqu'on veut acheter une maison, lorsqu'on a une maison, comment ajouter de l'espace, comment maximiser son investissement, comment peut-être faire une addition, un ajout afin d'avoir une belle valeur ajoutée à la maison et peut-être le faire en tant qu'autoconstructeur. Aujourd'hui, tel que promis dans la capsule 3, je vais expliquer c'est quoi qu'il faut que vous sachiez avec comprendre c'est quoi une répartition des charges, comprendre c'est quoi une structure, des points d'appui et peut-être vous donner le goût de contrôler certains aspects. À la base, vous donner le goût de prendre un permis d'autoconstructeur et ensuite de contrôler certains aspects de la construction que vous allez faire, donner ce que vous avez à donner à des professionnels et contrôler ce que vous avez à faire afin de maximiser votre investissement et possiblement sauver énormément d'argent au niveau des coûts de main-d'œuvre. Lorsqu'on met un peu d'huile de bras, lorsqu'on contrôle certaines choses, si c'est bien fait, vous allez avoir une solide valeur ajoutée. Et c'est une belle expérience aussi. Après ça, lorsqu'on fait les choses soi-même, on ne porte pas le même regard sur une habitation, une demeure ou une rénovation, un ajout, un travail qu'on a fait nous-mêmes. On l'apprécie beaucoup plus. On a un attachement différent. On a une belle fierté. Alors, je vais vous amener tout de suite en partageant l'écran vers... voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une charpente à gauche. C'est une charpente conventionnelle. Donc, ici, on a des murs porteurs. Ensuite, on a les planchers, tout ça, et on a un point d'appui qui s'en vient sur le mur porteur. Ça peut être béton ou bois, mur extérieur, fondation ou autre, ou des murs de 2x6 au Québec. Ensuite, on vient faire un point d'appui ici. On peut mettre une poutre ou on peut faire d'autres points d'appui. Idéalement, je vais suggérer souvent dans cette capsule-ci d'aller avec des longueurs standards comme 8, 10 ou 12 pieds, peut-être jusqu'à 16 pieds pour la toiture, afin de respecter certaines portées qu'on va voir dans le troisième document. Donc, allons-y avec la base qui est le terrain et la semelle qu'on va devoir mettre. Excusez-moi un instant. J'ai plus de place pour bouger. OK, voilà. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est une semelle ou faire la préparation de terrain, bien entendu. On fait une préparation de terrain ici. Mais ensuite, il faut faire une semelle pour recevoir la fondation et pour ensuite recevoir les murs, etc. Donc, il y a des notions de base qu'il faut avoir ici avec la semelle. Et ça, c'est un très bel exemple qu'on a bien dessiné. C'est l'idée d'avoir 45 degrés par rapport à la largeur de la fondation. Donc, les murs de fondation tels que j'ai écrit, notion de base à savoir. La semelle vient répartir la charge de la fondation et de la maison sur le sol.
Donc, la maison, elle a un poids. On veut répartir ce poids-là sur un sol. En passant, je tiens à préciser qu'il y a différents sols. Je pense, admettons, dans la région de Lévis, à certains endroits, je me souviens qu'ils veulent, parfois, les développeurs prennent de sérieux risques, vont aller faire accepter. Les villes vont dire, hey, on veut des taxes, encore une fois. Ils vont prendre une chance, puis ils vont dire, on permet de faire un développement sur un sol argileux, un sol un sol plus spongieux, un sol que parfois il y a déjà eu des marais. Et à ce moment-là, le sol est plus instable. On va bâtir selon les normes en place comme si c'était normal, comme si tous les sols étaient pareils. Et après quelques années, on va voir un affaissement de la maison au complet. Le carreau au complet va faire ça de même. Et je dis juste qu'il faut faire attention aussi parce que ce n'est pas tous les sols qui sont différents. Donc, quand, dans le doute, faire une analyse de sol et demander à des experts, dire, hey, est-ce que le sol est bon? Et c'est très rare parce qu'on est sur le bouclier canadien et tout ça, mais si quelqu'un vous dit non, non, c'est correct, on a rempli un marais ou un marécage et on peut bâtir dessus, méfiez-vous, ce n'est pas vrai. Donc, principe de base, savoir c'est quoi les dimensions minimales pour une semelle de maison au Québec. Je dirais de 30 pouces de large, entre 24 et 30 pouces de large par 10 pouces de haut. 10 pouces de haut, je ne le changerai jamais parce que c'est une valeur très sûre. Et puis, on a quand même des charges importantes lorsqu'on construit une demeure. Donc, 24, 2 pieds à 2 pieds et demi de large par 10 pouces de haut pour des murs de fondation d'une épaisseur de 8 pouces, ce qui est le standard au Québec, à 10 pouces si, admettons, on a des briques, un mur de briques qui va par-dessus, on y va avec une fondation de 10 pouces pour reprendre la charge de briques. Dans la semelle, ici, excusez-moi, on peut ajouter 2 rods, admettons, 2 rods d'armature qu'on va pouvoir venir installer à l'intérieur de la footing pour de la semelle pour ajouter de la rigidité, de la force à notre semelle. Mais ça ici, ce que vous voyez, c'est vraiment le principe qu'il faut garder par rapport à l'épaisseur de votre mur, c'est qu'on veut avoir une ligne de 45 degrés qui va chercher le coin de la semelle. Donc, c'est très facile à comprendre. On positionne toujours le mur de fondation au centre de la semelle. Et ensuite, c'est à ça que ça devrait ressembler. Qu'est-ce qu'on fait? On met 6 à 8 pouces, 6 pouces de gravier, c'est en masse, un isolant, la dalle de plancher et le tour est joué. Et ici, on va se ramasser avec un drain de pourtour pour venir drainer l'eau du sol. Là où je veux aller avec ça, excusez-moi, c'est que ça, c'est une des choses que n'importe qui peut faire. C'est pas très compliqué. Regardez ici. Mettons, vous pouvez prendre des 2 par 6 ou des 2 par 10. Si vous prenez des 2 par 10, vous pouvez le mettre directement au sol. Si vous prenez des 2 par 6, ça veut dire que vous creusez un petit peu plus profond et vous venez, ici, la photo qu'on voit, ils ont déjà mis la roche concassée, de la pierre concassée, afin de soutenir les côtés pour pas qu'il y ait de déversement lorsqu'ils vont venir couler le béton à l'intérieur de la semelle des renforts. Vous pouvez également pieuter, retenir avec des pieux les côtés de votre structure pour faire votre semelle. Mis à part l'excavation faite par un entrepreneur spécialisé, vous n'avez pas les machineries pour le faire, bien, à partir de là, la semelle, c'est quelque chose qui peut être rough, qui peut être brut. La seule condition que vous avez à respecter, c'est la hauteur. Mais la largeur ici, là, ça peut être 30 pouces, 32 pouces. Tant que vous respectez le minimum en largeur, ça n'a pas besoin d'être parfaitement droit. Et la seule condition, encore une fois, c'est que ce soit égal à hauteur. Donc, il faut avoir un laser pour pouvoir tout mettre ça ici à la même élévation, le dessus de la semelle. C'est la seule condition. Donc, n'importe qui peut faire ça avec un petit peu d'ingéniosité. Ce n'est pas très compliqué. Des retenues latérales, des retenues pour pas que la structure bouge,
Et avec, ici, on a mis beaucoup de rods d'armature. Je ne sais pas c'est quoi c'était cette structure-là, mais c'est fort en masse. Ensuite, ce n'est pas une nécessité en passant de mettre des rods d'armature, mais c'est toujours mieux. Là, ça vient vraiment renforcer le tout. Ça empêche aussi le craquement. Puis, regardez ici la structure, donc comme je disais, des 2x10 hein, ou des 2x6 et creuser plus profond. Je vois qu'ils ont mis une ou deux rods d'armature ici, c'est parfait. Puis, la roche concassée qui va venir là. Par contre, je ne vois pas, pas de drain là, pour l'instant, mais ils ont dû en mettre un, j'imagine. Ça fait que ça ressemble à ça, c'est les notions de base à avoir pour partir de la semelle et faire une répartition des charges. C'est très important de savoir pourquoi on fait quelque chose. Et prenez pas de chance. Donc, 30 pouces de large par 10 pouces de haut pour des murs de fondation au Québec, une épaisseur de 8 pouces à 10 pouces. Ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Et ça se fait très bien par n'importe qui. C'est un élément que vous pouvez contrôler si vous êtes capable d'avoir une élévation contrôlée à la même hauteur tout le tour avec un simple laser que vous pouvez louer dans tout bon endroit de location. Ensuite, on a la fondation à venir positionner par-dessus la semelle. Encore une fois, pour la répartition des charges. Les images que vous voyez ici ont été prises soit sur le site de la CCQ ou sur le site de la SCHF. Les hauteurs, vous avez des chartes que vous pouvez avoir, les hauteurs totales de fondation, plus ou moins 8 pieds. On peut la faire 8 pieds 5, 8 pieds 4, mais ça dépend des formes que vous pouvez avoir. Ça, encore une fois, je l'ai dit dans la dernière capsule, vous êtes capable de louer des formes afin de faire des fondations. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, une fois que votre semelle est faite, vous est bien séchée, admettons, après 2-3 jours, vous démolissez le bois qui est autour, la structure, et puis là, vous pouvez aller louer des formes que vous allez venir positionner par-dessus. Et ces formes-là, ce sont des formes qui viennent clipper avec des crochets. Donc, il y a une pine qui sort, puis un crochet qui vient à chaque panneau que vous mettez. Et n'importe qui peut le faire également, ça. Par contre, c'est pesant, ça demande de la force physique, mais vous êtes capable de le faire et de le sécuriser. C'est quelque chose qui se fait. Ces panneaux-là peuvent se louer dans des endroits spécialisés si vous désirez le faire. Parce qu'ensuite, la seule chose que vous avez à faire, c'est de demander à un camion de venir verser du béton dedans. Vous avez un mixeur, un vibreur qui vient vibrer le béton pour être sûr qu'il y en a partout. Vous avez fait vos ouvertures pour les fenêtres du sous-sol. Vous avez fait vos arrêts pour les portes, pour la porte, les portes. Et le tour est joué. Et ça ne demande pas un diplôme universitaire pour faire ça. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande un peu de force physique, mais quelqu'un qui est un petit peu débrouillard peut faire ça lui-même et va sauver la main-d'œuvre pour faire la fondation. Donc, c'est une chose en tant qu'autoconstructeur que vous pouvez contrôler également si avant vous avez pris vos informations, réservé les formes et tout ça. Et les calculs de béton, c'est des verges cubes. Ça se calcule. On fait 8 pouces de large par 8 pieds de haut par la longueur de la fondation, le périmètre. Et ça vous donne le nombre de verges cubes que vous avez besoin. Pour ça, si vous avez des questions, vous demandez à un petit quelqu'un qui n'est pas pire en mathématiques ou un clin-clin comme moi, et ça vous fera plaisir de vous aider. Donc, on regarde ici l'épaisseur minimale des fondations devant supporter un mur extérieur doté d'un isolant et d'un plaquage à briques. Donc, la fondation, dans ce cas-ci, aurait 10 pouces. Je tiens à amener ici, j'ai pris cette image-là sur le CCQ et ça me fait toujours capoter un petit peu quand je vois ça. CCQ qui est au Québec. Et ils ont mis l'isolant à l'intérieur de la maison. Moi, je suis vraiment un grand partisan pour couper les ponts thermiques, me permettre de donner des conseils pendant les capsules, pour couper les ponts thermiques à la base. Donc, je suggère fortement pour toute construction québécoise de mettre un isolant de 2 à 3 pouces à l'extérieur, bien goudronné, collé après la fondation, afin de couper le froid à la base.
Et ensuite, c'est quelque chose sur lequel on peut appliquer facilement du crépi, un bon styrofoam. Ça fait que je suggère, encore une fois, fortement de mettre un isolant à l'extérieur de la fondation. Et ici, quitte à mettre, plutôt que la brique soit directement sur la fondation, on peut bolter des fer-angles contre la structure, contre le béton, qui va arriver flush avec le styrofoam, qui va avoir un petit dépôt. Là. Ici, admettons que la ligne qu'on voit ici, c'est le styrofoam. On vient bolter un fer-angle sur la fondation pour venir reprendre la brique. Et ici, on va avoir l'isolant rigide qui va venir en dessous de la brique, mais qui va couper le pont thermique qui a du froid de l'extérieur à l'intérieur. Et à ce moment-là, ici, on n'a pas besoin de mettre un mur de 2 par 3 ou de 2 par 4 afin d'isoler à l'intérieur avec du styrofoam, avec de la laine isolante ou whatever, mais on va pouvoir on va avoir un meilleur facteur isolant, ça c'est certain, parce que quand on coupe le froid à la base, surtout sur quelque chose de dur comme de la roche, de la pierre, le froid passe extrêmement bien. Donc, vous voyez ici, lorsque le froid passe là, ici, si je prends là, ma flèche, ici, le froid va partir de là, puis il va venir ici, puis il va passer par les craques, les lisses, tout ça. C'est sûr que ça peut être très bien fait à l'intérieur, mais encore une fois, un pont thermique, on essaye toujours de contrôler ça à partir de l'extérieur ou à partir de l'endroit d'où ça sort. Pour terminer sur les fondations et la prépartition des charges, vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur le site de la CCQ ou de la SCHL. Et il donne aussi ici des valeurs ajoutées, mais ça, je dirais, faites attention. Coût de construction, valeur de revente, c'est toujours en considérant pour eux la main-d'œuvre. Ce n'est pas toujours vrai. Si vous allez voir ma capsule numéro 3, vous pouvez bâtir sur des pieux. Ici, ils mettent que le coût de construction est élevé et la valeur de revente est basse. Mais je suis totalement en désaccord avec cette affirmation-là, parce que si vous contrôlez les pieux et ensuite vous faites une addition de maison sur des pieux, bien, au niveau des pieds carrés ajoutés, vous allez avoir une excellente valeur de revente si c'est bien fait, bien orienté et agréable pour tout nouvel acheteur qui pourrait arriver ou pour vous-même. Donc, vous pouvez trouver ces informations-là à ces gens-là avec des notes très importantes. 1, 2, 3, 4 ici, vous voyez. Mur de fondation appuyé latéralement, donc c'est important de lire les notes, mais toutes ces informations-là sont à votre disposition. Donc, la fondation vient mettre une charge sur la semelle et là, cette fondation-là, elle a été calculée puis elle est capable de reprendre jusqu'à 3 étages si elle a entre 8 et 10 pouces avec la bonne dureté qu'on appelle en béton des MPa. Ça fait que, si on veut aller dans le détail, là, de 2900 livres par pouce carré que ça reprend. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça a tout été calculé par des gens avant vous, donc on n'a pas besoin de le recalculer, c'est là les chartes. Ce qui nous amène à la dernière étape que je vais vous parler, mais qui va être intéressante. Vous avez un permis d'autoconstructeur et vous dites, bon, ben, faut-tu que je commande des trosses, faut-tu que je fasse de quoi? Donc, on va y aller avec des notions de points d'appui et de répartition des charges. Je rappelle, tel que j'avais discuté dans la capsule numéro 3, que vous pouvez commander ce livre-là, le livre des portées, qui vous dit exactement quel matériau et quelle longueur utiliser pour un premier plancher, pour un deuxième plancher ou pour une toiture. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, on y va avec une hypothèse. Comment ça marcherait? Tantôt, en partant, on a vu ici, on répartit les charges sur, il y a une semelle en bas ici, il y a une fondation, on vient mettre un point d'appui, et le poids va partir de là à là. Puis là, la neige va glisser doucement à l'extérieur de la toiture ou autre. Prenons une hypothèse. Quelqu'un a un plein pied, il dit, moi, j'aimerais ça faire un logement. OK?
Je vais vous donner une petite suggestion que je peux avoir, ça va faire rire certains de mes amis qui savent que je suis un fervent amateur de rajouter des deuxièmes étages sur des pleins pieds. Donc, on part. Ici, on a plus bas la semelle. La semelle reprend la charge de la maison. Si on prend une flèche, donc la charge dans le coin de ce mur-là, la charge part du sol, passe par la semelle, passe par le mur de fondation, passe par les 2 par 4 ou les 2 par 6 qu'il y a dans les coins de mur et vient ici. OK? Moi, si j'avais une maison de même, puis je dis que je veux ajouter quelque chose, un étage par-dessus, je ferais une pénétration dans le toit, un trou local qui va rechercher le point du mur ici, pas de la brique, du mur de 2 par 4 ou de 2 par 6. Ça doit être des 2 par 4 par rapport à l'âge de la maison que j'ai choisi au hasard sur Google. Et après ça, une fois que le trou est fait, je vais baisser ça un peu ici. Excusez-moi, on va repositionner tout ça. Donc, vous avez compris l'idée des charges. Donc, on a fait une pénétration dans le coin ici. On va venir mettre un poteau ici, un poteau ici, pas au-dessus de la fenêtre, parce que la fenêtre ici, elle peut reprendre moins de charge, parce qu'une fenêtre, ce n'est pas fait pour reprendre des charges. Donc, on va la mettre ici, ou on peut en mettre plusieurs. On va en mettre un ici, si vous voulez. On peut en mettre un autre ici, admettons, et on va faire une autre pénétration ici. Les pénétrations, ce qu'on peut faire, ce sont des trous locaux qu'on va dégarnir. On s'achète de la membrane autocollante pour pouvoir la membrane bleue, le blue skin qu'ils appellent, ou membrane noire à toiture. Quand on va faire notre pénétration et qu'on va avoir mis notre poteau, bien, à ce moment-là, on peut venir sceller le trou. Et on va avoir juste à peu près 8 à 10 trous sur le toit pour pouvoir ajouter un étage. Donc, on y va de même. On parle de point d'appui, de fer. Fait que là, on n'a pas encore ouvert le toit ni rien. On n'a rien démoli à part fait des trous. Là. On n'a pas démoli le toit, donc l'eau ne peut pas pénétrer dans la maison. Donc, on est appuyé sur le mur ici, ici, ici et ici. Ensuite, quand on parle de point d'appui, on va venir mettre 2 par, je ne sais pas moi, une poutre ici. Mettons qu'on fait un 3 plis, 3, 2 par 8. OK? On va dire ici qu'on a 3, 2 par 8. Okay? 3, 2 par 8 qui sont cloués ensemble de là à là. OK? Ensuite, on va faire la même chose ici. 3, 2 par 8. Et 3, 2 par 8. Parce qu'on a pris le livre des portées, puis le livre des portées disait que 3, 2 par 8, c'était bon jusqu'à 12 pieds et 1 pouce, admettons, pour reprendre une charge de toit. Je fais ça de même. Mais c'est très gros, là, ce que je vous lis, 3, 2 par 8, c'est en masse. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'éventuellement, quand vous allez démolir le toit en dessous, bien, vous allez avoir le mur qui continue partout, des fenêtres et tout ça, mais il y a d'autres colombages, d'autres 2 par 6 qui vont venir reprendre les charges du toit. Une fois qu'on a fait ça, on l'a fait de l'autre côté du mur, on va voir par rapport à la photo. On vient mettre... OK, je vais le faire sur l'autre image. Donnez-moi un instant. Je vous amène à... Ça ici, ça va être le plan de maison qu'on a, OK? C'est la même maison qu'à côté. On la voit de dessus. On la voit de face, on la voit de dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit copier, coller, coller, coller. On a fait des pénétrations sur le toit.
Là, je ne sais pas, on va dire que la maison, elle a 40 pieds de long. Donc, on va avoir 10 pieds entre chaque pénétration à peu près. OK? On y va à l'œil. On va en mettre là, là, et une dernière ici. OK. Fait qu'on a fait des pénétrations dans le toit, mais là, ça va en prendre dans le milieu, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la même structure que vous voyez dans le côté ici. C'est la même chose, sauf que là, on voyait juste la partie là ou de devant. Et on va en mettre un ici ou un ici, on va dire, on va le mettre ici. Donc, si on met ce point d'appui ici, très important, là, de s'assurer que ça va jusqu'au sous-sol. Donc, il faut qu'il y ait, dans ce cas-ci, admettons que ce serait le poteau central qui va là, OK? Il faut que cette charge-là se distribue jusqu'au sous-sol ou sur une poutre suffisamment forte pour reprendre une charge de toit. C'est toujours favorable d'aligner des charges. Pas prendre de chance avec poutre sur une autre poutre décalée, tout ça, ça prend des calculs. Donc, on ne prend pas de chance. Et ici. Donc, voilà, là j'ai exagéré, j'en aurais mis moins dans la vraie vie, mais on va y aller fort. OK? Mettons qu'on a 10 pieds entre chaque point d'appui ou chaque pénétration qu'on a faite dans le toit. Ensuite, on vient relier sur le dessus, comme on a vu ici, avec une poutre qu'on a trouvée dans le livre des portées. On va dire, comme tantôt, on va coller 3 2 par 8 ensemble. On n'a pas encore démoli le toit, là. On va coller 3 2 par 8. Alors, on met 3 2 par 8, 3 2 par 8, 3 2 par 8, collés ensemble, qui viennent reprendre par-dessus les murs. Ici, par-dessus les poteaux qu'on a mis, qui sont alignés, puis qui reprennent les charges. OK? Et on fait la même chose au centre et la même chose ici. Excusez-moi, on vient de même. Là et ici. Ouf. On va également faire ça tout le tour. On fait tout le périmètre, OK? 3 2 par 8. Ça ici, ça a besoin d'être moins fort, mais on va dire qu'on veut tenir une structure stable tout autour de la maison pour faire nos travaux. Donc, on n'a pas encore démoli le toit en dessous, là. On est en train de faire la chose. Une fois que ça c'est fait et c'est stabilisé, OK, on va venir le bresser. En attendant, on peut dire, on va venir mettre des braises en coin pour le tenir. Voilà. Fait que, si je dis, oups, copie, paste. Donc, on met des braises en coin. Vous avez compris le principe. Fait que là, la structure est bien tenue. Là, ce qu'on va faire avec ça ici, admettons qu'on on va dire que ça ici, là, on va se faire une vue de côté, OK? Ça, c'est ce que vous voyez là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, on veut faire un toit. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ça qu'on veut faire au bout de la ligne. Pour ce faire, ça va prendre un point d'appui dans le milieu pour venir reprendre le faîtier ici.
OK? On va aller reprendre ça ici. C'est ça qu'on veut faire, là. On veut faire ça ici. Donc, on avait un point d'appui ici. OK? Vous êtes d'accord? On a... on va prendre cette image-ci. On est venu mettre un poteau là. Un poteau ici. Un poteau ici. Un poteau l'autre bord là. Ici. Là, ceux qui ne comprennent pas, vous me le direz là, parce que je pense que je vois assez dans les précisions. Là et ici. Pour les besoins de la cause, nous, on n'a pas pris de chance. Parce qu'on va dire que de là à là, ça mesure 24 pieds. OK? Ça veut dire que de ici à ici, on a 12 pieds. De là à là, on a 12 pieds. Et de là à là, on a 12 pieds. Ce qui est très acceptable pour des charges. Puis là, ici, on a dit que ça, cette structure-là, c'était 3,2 par 8. On part de là à là. Donc, on repart. De là à là, on a 3,2 par 8. De là à là, on a 3,2 par 8. C'est le toit. N'oubliez pas qu'on est au-dessus. On est ici. Pour vous donner un exemple encore, ça, c'est mon addition chez moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi un instant. Copie. Et ça, ici, c'était chez moi. Qu'est-ce qu'on a? C'est aussi simple que ça. Mon addition chez moi, ça ici. Elle a 20 pieds de large, donc c'est parfait pour l'exemple. OK? J'ai fait ça. J'ai fait ça ici. Et ensuite, vous pouvez voir le reste. Là, ici, j'ai calculé la pente. Ça, ici, c'est une pente de 6,12. Qu'est-ce que ça veut dire, une pente de 6,12? Ça veut dire que, un peu, excusez-moi, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire 12 pouces par là, oui, je vais monter de 6 pouces par là. Vous comprenez? Chaque fois que je vais de 6 pouces par là, donc je pars, je fais un pied comme ça, la pente, 6 pouces par là. Alors, quand on dit c'est quoi la pente que tu as, c'est 6,12. Et ça se calcule. Si ça a 10 pieds ici, ça veut dire que le poteau que je vais venir mettre ici, il y a la hauteur, c'est 60 pouces. Parce que j'ai 10 pieds, donc j'ai 10 fois 6 pouces. Un pied. Excusez-moi. On va prendre ça. J'ai un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, 10 pieds comme ça. Donc, j'ai 10 fois ça. Ça fait 10 fois 6 pouces, fait 60 pouces. Alors, j'ai coupé un morceau de bois de 60 pouces. Ensuite, je suis venu installer ce qu'on appelle le fêtier qu'on voit ici. Cette structure-là, ce morceau-là. Et, excusez-moi un petit instant, c'est étonnant. Donc, j'ai mis mon petit morceau ici. Ça, j'ai mis un 2 par 8 ici. OK? Et ensuite, je suis venu déposer mes solives ici. Voilà. Alors, c'est comme ça que le toit a été fait. La structure a été faite. On a un point d'appui ici. Très simple. Point d'appui qui s'en va. Excusez-moi un instant. Si on reprend, on a la semelle de cette maison-là
qui est quelque part ici. Et ensuite, excusez-moi un instant, les points d'appui sont alignés jusqu'à la semelle en bas. Les charges sont égalisées partout, sur les murs, jusqu'à la fondation, jusqu'à la semelle. Ici, un projet, vous voyez, ça a été fait cet été pour un ami, il m'a demandé conseil. C'est la même chose. Vous voyez ici, j'ai dit isole de l'extérieur. Ça, ce n'était pas encore fait. La structure, très simple. Port, point d'appui, et vous avez le 2 par 8 ici. Ça, c'est du bois brut de 2 par 8. Le monsieur avait fait son bois brut lui-même. Et il a une portée d'environ 14 pieds de là à là. En tout, les 2 par 8 avaient 16 pieds. Donc, pour le débord de toit, pour aller chercher le soffit ventilé. Et c'est aussi simple que ça. Regardez ça avec du bois brut fait à moitié prix. Le monsieur a construit cette maison-ci avec des points d'appui. Un point d'appui là, le 2 par 8 est là, et ensuite, on est venu renforcer, bien entendu, là, avec le monsieur. Il a renforcé ça ici. Et vous avez une belle structure, bien solide, selon le livre, selon les normes, qui respectent les normes du livre des portées, qui ont été calculées par d'autres personnes, dépendamment des types de bois. Alors, si vous faites ça ici, par la suite, c'est la même chose. Donc là, vous allez mettre des solives, copie, paste. Fait que on va avoir des solives qui vont venir ici. Paste. Et la beauté de ce que je vous suggère ici comme addition, mais en même temps en vous faisant comprendre c'est quoi une charge, une répartition des charges et des points d'appui, parce que mon vrai métier de départ, c'était charpentier menuisier dans la vie, et c'est quelque chose qui se perd, parce que la majorité des gens vont se faire des trosses. Ils vont acheter des trosses, puis là, ça va faire OK, comme ça, comme ça, comme ça, puis là, ils vont payer pour ça, mais ils ne pourront pas faire ça. Admettons, vous avez la chance d'avoir du bois brut de quelqu'un, du bois brut de qualité, des 2 par 8, quelque chose de genre. Au niveau des largeurs, un 2 par 8 brut, c'est 2 pouces par 8 pouces. Aujourd'hui, le bois, il y a à peine 1,5 pouce par 7 pouces et quart. Donc, le bois brut est déjà plus fort si vous avez une essence de bois qui se tient debout. Ça fait qu'excusez-moi 2 secondes. Donc, vous pouvez sauver, admettons que vous demandez des trosses, vous faites poser des trosses, mais vous avez encore un 10 000 pour cette structure-là. Tandis que vous pouvez faire environ 2 500 3 000 de bois, vous le faites vous-même. Vous venez de mettre encore 50 dans vos poches pour une valeur de revente éventuelle. Alors ici, vous appliquez ça, mettez soit au 16 pouces ou au 24 pouces des 2 par 8 pour faire le toit. Vous venez recouvrir le toit avec des feuilles de panneaux gaufrées ou des feuilles de toit. Et ensuite, vous faites votre barre d'eau. Et par la suite, imaginez-vous, vous avez une structure, vous n'avez pas affecté l'intérieur, vous avez un toit. Maintenant, vous pouvez démolir le toit, commencer à faire les murs, le plancher, c'est le même concept, même chose qui s'applique. Tout se fait par des gens. C'est un style d'addition que vous pouvez faire sans avoir dérangé rien à l'intérieur. Et à la fin des travaux, vous venez ouvrir la cage d'escalier à quelque part, un trou dans le milieu. Dans ce cas-ci, les escaliers monteraient probablement ici à quelque part. Ça monte par là, ça fait que ça serait ici. Donc, il descend, ouais, c'est ça. Avec la cage d'escalier qui serait ici pour refaire une autre portée d'escalier qui monte vers le haut, par en haut, au-dessus de celle qui monte en bas du sol. Et vous avez un étage supplémentaire. Vous pouvez même faire une cage d'escalier qui part de l'extérieur à quelque part. Tout ce que vous avez eu à respecter, vous avez un permis d'autoconstructeur, vous avez contrôlé tous les travaux, vous êtes en règle parce que vous avez respecté les portées,
Et ensuite, il reste à mettre les trous de fenêtre, tout ça. Vous les positionnez, vous contrôlez tout ça. Vous pouvez aller sur Marketplace, aller sauver des coûts, prendre des fenêtres flambant neuves, puis faire une construction qui se tienne bout. Mais toutes les options sont ouvertes à vous pour contrôler tout ça, dépendamment de vos besoins. Ça fait que c'est à ça que ça ressemble. Et j'espère que la capsule vous avez aimé. Donc, on est parti de c'est quoi une répartition des charges, c'est quoi un point d'appui, c'est quoi les possibilités. Vous pouvez le faire avec du bois brut, vous pouvez le faire avec du bois retrouvé dans tous les bons magasins, dans toutes les bonnes quincailleries. On a juste à respecter le livre des portées, les charges, et vous êtes capable de tout faire ça sans acheter aucune trosse. Vous pouvez acheter des trosses aussi si vous voulez, mais je vous dis que vous avez des options et c'est à votre portée de main de faire un auto de construction et de contrôler tout ça. Et c'est le genre d'option que j'aime donner aux gens, et ça me fait un grand plaisir de l'avoir fait dans cette capsule numéro 4. Sur ce, on se revoit pour la capsule numéro 5, dont j'ai aucune idée de ce que je vais parler, mais ça va me faire un grand plaisir de partager la connaissance, parce que partager la connaissance, moi, je ne perds rien et l'autre gagne. Sur ce, prenez soin.